All right, c'est parti. Jean-Philippe, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast. T'es le premier invité depuis un méchant bout au podcast. Merci. Ouais, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux commencer en nous disant t'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, tu travailles, tu sais, comme vraiment un petit background check là, pour les jeunes. Mhm. Faire une longue histoire courte. Moi, je suis kinésiologue depuis 2019, mais ça n'a pas été mon premier métier, entre guillemets. J'étais dans le domaine de l'enseignement avant, puis je me suis réorienté. Fait que c'est ça, j'ai fait un baccalauréat en enseignement, j'ai enseigné quelques années, je suis retourné aux études en kinésiologie. J'ai terminé en 2019. J'ai commencé en travaillant, je travaillais dans un gym, puis j'ai commencé à temps partiel à faire mon projet de maîtrise que je devrais terminer cette année, on espère. C'est long en travaillant à temps plein. Fait que c'est ça. J'ai travaillé dans un gym. J'ai travaillé, en fait, je travaille encore présentement 4 jours dans le secteur public aussi en santé. Je fais un petit peu de clinique privée. C'est dans une clinique de chiropratique. Fait que dans le fond, beaucoup de la rehab. J'ai quelques clients en ligne aussi. Fait que je fais un petit peu de n'importe quoi. Puis mon domaine d'étude, si on parle de mon projet de recherche, c'est vraiment la récupération. Fait que j'étudie la récupération là, avec un programme d'entraînement en hypertrophie. J'ai des gens quand même relativement entraînés. Fait que c'était ça qui m'intéressait, là, d'essayer de trouver des outils pour mesurer la récupération. OK. Fait que c'est un projet de recherche solo, puis ça représente beaucoup de défis, mais écoute, on fait ce qu'on peut avec les ressources qu'on a. Ouais. Fait que, grosso modo, c'est à peu près ça mon background, là. Très cool. Puis ta maîtrise, tu dis qu'il te reste un an à peu près de projet? Ben, c'est pas fixé dans le béton, là. Présentement, je suis en train de faire les statistiques sur toutes mes données. Fait qu'un coup que ça c'est terminé, c'est complètement d'écrire un papier, là, comme une rédaction des résultats. J'ai déjà à peu près une trentaine de pages d'écrits qui est ma revue de littérature, dans le fond, pourquoi on fait ce projet-là, qu'est-ce qu'on connaît sur ce sujet-là. Puis après ça, ben, de débouler sur mon projet de recherche, c'est quoi la méthode, de quoi c'est inspiré, puis où on s'en va avec ça. Fait que c'est ça. Je suis vraiment dans les derniers milles, mais quand on est rendu dans les derniers milles, on est tellement tanné puis découragé que c'est comme si tu venais de commencer. Ben, c'est ça. On se retrousse les manches puis on va finir un jour. Ben oui. C'est quand même cool qu'au podcast, on peut avoir quelqu'un qui fait de la recherche, tu sais, pour de vrai, parce que dans le podcast, on parle tout le temps de recherche. Fait que c'est cool de te recevoir, que toi, t'es sur le terrain de la recherche. Ça vient d'où, mettons, ton... Parce que, tu sais, il y a beaucoup il y a beaucoup de kin, mais ils vont pas nécessairement toujours parler de science, tu sais, se Mhm. mettre la tête dans la science. Ça vient d'où, ça, cette curiosité-là, mettons, de scientifique de ton côté? Ouais, c'est une bonne question. Je pense, ben, moi, j'aimais ça écrire des articles, j'aimais ça faire des posts, fait que là, tu sais, ça a commencé en essayant de trouver des sources assez crédibles pour backer ce que je disais. Puis quand je suis arrivé sur le terrain, puis que j'ai commencé à vraiment travailler dans le domaine, je me suis comme rendu compte que souvent, parmi les entraîneurs ou d'autres gens qui coachent des personnes, on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont enseignées qui sont comme la personne régurgite des affaires qu'elle a entendues quelque part ou appris de quelqu'un d'autre. Fait que là, je suis comme moi, des fois, on entend des affaires, c'est moyen, là, puis la personne devrait peut-être aller réviser ça ou mettre à jour ses connaissances. Fait que ça a déboulé vers ça que je me disais que si je comprends mieux la science puis que je suis capable de comprendre qu'est-ce que je lis puis développer ma pensée critique par rapport à ça, ben après j'ai comme plus de limites. Fait que je peux vraiment, je pogne un sujet qui m'intéresse, c'est sûr que ça prend du temps, ça prend de l'effort d'aller chercher les papiers puis de les lire puis se faire une tête. Mais je me disais qu'après ça, tu sais, n'importe quel sujet sur la santé ou l'entraînement que je voudrais développer,
Mhm. J'avais juste à le faire, puis mettre le temps, puis je serais capable de le faire. Fait que c'est un petit peu ça. Puis l'autre partie, c'est juste une volonté de vulgariser ce genre de choses-là, puis de prendre la science, rendre ça un petit peu moins dur, un petit peu moins dur à digérer, là. Mhm. Très cool. Donc aujourd'hui, je t'ai donné, aujourd'hui, il y a 2, 3 semaines, je t'ai donné une mission de me trouver quelques mythes par rapport à Ouais. l'entraînement. Et pas juste parce que tu sais, ça s'est déjà fait plein de fois, là, hey, tel mythe, mais je voulais vraiment mettre l'accent sur des mythes qui circulent, que quand tu Mm, regardes la science, ce mythe-là, tu comprends pas pourquoi il circule encore aujourd'hui. Fait que je t'ai donné cette mission-là, puis là, tu m'as dit juste avant que tu en avais 10 à 11. Fait que mm. très simple, je vais te laisser me starter les mythes, puis je vais te poser des questions pour que tu approfondisses. Fait que je C'est ça. t'écoute Ben, sur ton premier. exact. Donc, regarde, je vais y aller dans l'ordre de la feuille pour pas me Oui. mélanger, ça va être plus facile. Il y en a qui sont relativement faciles puis qu'on n'a pas besoin d'aller loin là, dans la science avec ça. Mais bon, le premier que j'avais noté, c'est je veux pas lever lourd parce que je veux pas être trop musclé. On Ouais. entend quand même souvent ça dans notre clientèle. Je veux pas dire surtout les femmes, mais en fait, c'est peut-être ça. C'est peut-être pas ça, mais en tout cas, les personnes qui vont dire, ah, moi, je veux juste tourner, tu sais, je veux juste découper, je veux juste avoir une définition, mais je veux pas être trop musclé. Fait que Mhm. j'avais noté ça. Est-ce que tu penses que le monde pense ça parce que le fait de lever lourd, parce que j'ai l'impression qu'en ayant, les gens quand ils prennent plus léger, ils font plus de répétitions, Hum, l'intensité est peut-être moins là, versus quand ils prennent lourd, ils sont comme forcés d'être plus intenses, donc une proximité de l'échec peut-être un peu plus. Fait que qu'est-ce que tu mhm. penses qu'il y a peut-être cette espèce de, quand je mets lourd, ben, sans qu'ils s'en rendent compte, là, mais c'est qu'ils vont être justement plus intenses, puis si t'es plus intense, tu risques d'avoir un peu plus de résultats. Hum. C'est difficile à s'expliquer ce mythe-là. Je pense que, je sais pas, il y a une association qui s'est faite que les gens croient que parce que t'es fort, tu vas avoir beaucoup de masse musculaire, puis c'est vraiment deux systèmes différents là, de développer de la masse musculaire puis de développer de la force. Mhm. Vraiment, c'est une des choses qui est vraiment cool, je pense, en entraînement musculaire. C'est que, tu sais, oui, ça cohabite, mais c'est pas juste comme t'es plus gros, t'es plus fort, ou t'es pas gros, t'es moins fort. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis c'est ça. Je pense que c'est une crainte des gens qui amène ce mythe-là qui est juste injustifié parce que premièrement, en tout cas, à part pour le 1% de la population qui est bénie avec une belle génétique de je vais faire de l'entraînement pendant 3 mois puis ça paraît déjà super bien. euh, c'est très difficile de développer de la masse musculaire puis c'est réversible. Fait que Mhm. c'est ça. Si on part de cette idée-là, je m'inquiéterais pas trop avec ça. Tu deviens pas trop musclé par accident, Non. Ok. Fait que ton premier, ça serait vraiment sur le fait que les gens associent encore le fait de mettre lourd sur la barre, whatever, quel exercice, et le fait de gagner de la masse musculaire. Fait qu'ils se disent, je vais pas mettre lourd, je vais justement, dans leur mot, ça va être, ils vont aller plus haut en répétition pour justement ouais. éviter de prendre la masse Ouais. musculaire. Je pense que l'origine de ce mythe-là, ça doit ressembler à ça. C'est que les gens croient encore que, mettons, 15, 20 répétitions, tu vas découper, tu vas perdre du gras, tu vas avoir plus de définition, puis si tu lèves l'eau, tu vas prendre la masse, tu vas prendre la force. C'est aucunement scientifique, là, cette partie-là, mais ça pourrait ressembler à ça. On va en reparler justement plus tard des répétitions, puis de tout ça, là. Parfait. Je suis assez d'accord sur ce mythe-là. Je suis assez d'accord avec toi. Good. Deuxième mythe, le volume, plus, c'est toujours mieux. Hmm. Fait que Celle-là, dans on le fond, l'entend. plus de volume égale toujours plus de gains en hypertrophie. C'est ça Ouais. le deuxième mythe.
Puis je pense que ça a été un sujet quand même assez chaud là, en 2023-2024. Il y a beaucoup de labs qui ont sorti des papiers puis qui montraient dans le fond une certaine progression de l'hypertrophie jusqu'à des très très hauts volumes. Fait que là, c'est ça, il y a des gens qui ont sorti ça, qui ont fait, hey, regarde, tu sais, il y a du progrès, il y a des gains musculaires jusqu'à 40, 57 de jambes par semaine. Comme 40, 57 de jambes par semaine, mon gars. Ouf, c'est rough, là. Tu l'avais faite sur ton podcast, cette étude-là, right? Ouais, j'avais sorti cette étude-là parce que je l'avais pas lue encore. Fait que je suis allé la sortir, puis comme j'avais entendu les résumés. Les résumés finalement que j'avais vus étaient quand même assez bons. Il y avait d'autres subtilités là-dedans, mais c'est ça, c'est que dans cette étude-là, ils ont fait leur groupe contrôle faisait, je pense, c'est 22 séries de quad par semaine. Puis c'était trois exercices de quad, c'était leg extension, leg press, puis squat. Fait que déjà, mettons qu'on fait une moyenne, là, vite, 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 leg press, leg extension, euh, puis squat, 22 séries, c'est plus ou moins 8 séries de chaque par semaine. Mhm. Pour le groupe contrôle, que eux autres, dans le fond, c'était leur plus petit volume. Je trouve que c'est quand même déjà relativement pas pire. Si on compare à beaucoup d'autres littératures, c'est 27 par semaine pour un groupe musculaire, c'est souvent classé dans le haut volume. Mhm. Puis eux autres, dans ce papier-là, c'est leur bas volume. Parce que les deux autres groupes, au fil des 12 semaines, ils rajoutent des séries de travail. Puis le groupe qui fait le plus de volume, à la semaine 12 sont rendus à 52 séries de jambes par semaine. Même pas de jambes, de quadriceps. C'est à part les deux exercices d'ischio qu'ils font. Tu sais, ils ont deux séances de jambes supervisées, mais 52 séries de quad par semaine sur deux séances, c'est 26 sets par training sur trois exercices. C'est comme à quel point tu veux te torturer jusque-là, là. Mhm. Je peux faire la moitié de ça, même pas, puis je vais être raqué pendant 3 4 jours. Fait que c'est ça. Ça amenait de quoi d'intéressant que dans leurs statistiques, il n'y avait rien de convaincant pour nous montrer que de faire 52 sets de quad par semaine, c'était vraiment fou puis que ça nous donnait vraiment beaucoup plus de gains. Mais il y avait comme une comparaison entre le groupe qui faisait 42 puis le groupe qui faisait 52. Puis la différence entre ces deux-là était comme pas majeure, mais le groupe qui faisait 42 avait plus de gains que le groupe qui faisait 22, puis le groupe qui faisait 52 avait plus de gains que le groupe contrôle aussi, Mhm. jusqu'à un certain point. Mais tout ça pour dire, c'est que à quelque part dans ce continuum-là, il y avait sûrement une espèce de dose où après ça, on avait plus de gains supplémentaires qui étaient possibles. L'étude n'était pas capable de dire c'était à combien de séries. Mais, tu sais, c'est pas une étude qui quantifiait justement la récupération. L'étude rapportait que, mettons, dans les groupes qui faisaient beaucoup de volume, il y en avait qu'après les 12 semaines disaient qu'ils étaient brûlés. No shit, là, Ouais. on s'y attendait. Mais c'est ça, c'est quand même intéressant, question de volume, mais je pense qu'il faut penser aussi qu'est-ce que tu vas être capable de maintenir dans le temps, pas juste comme essayer d'avoir plus de gains pendant 12 semaines, puis être obligé de reculer vraiment beaucoup sur ta charge de travail parce que tu t'es blessé ou t'es brûlé ou. Ouais. Je me demande, puis tu sais, ça existe pas, là. Tu sais, si tu avais fait cette étude-là pendant 3 ans, mettons, là, on aurait-tu vu la même chose? Est-ce que ça peut fonctionner très short term, mais tu passes 12 semaines, tu sais, c'est quand même, tu sais, pour les études en entraînement, c'est comme il y en a pas mal plus court que ça. Fait que 12 semaines, c'est Ouais. pas pire. Mais je sais qu'on n'en verra jamais de 3 ans, là, mais qu'est-ce que tu penses du fait que hey, si on avait fait ça pendant 3 ans, serait-tu arrivé à la même affaire?
C'est une bonne question. Moi, je pense que tu sais, plus qu'on aurait pu prolonger cette étude-là, on aurait continué d'amplifier le problème de la fatigue. Ouais. Si on avait gardé les participants sur ce même protocole-là. Tu sais, s'il y avait eu une alternance, mettons, haut volume, bas volume, peut-être que ça aurait pu passer, mais tu sais, 3 ans, c'est long si tu me dis qu'après 12 semaines, tu as de la misère à faire le volume qui était prescrit, là. Mhm. Fait que ça, fait qu'est-ce que les résultats auraient été différents? C'est sûr que dans les études en entraînement, du court terme, c'est quelques journées, du moyen terme, c'est 6 à 12 semaines. Puis faire 3 ans, c'est extrêmement difficile, surtout si tu veux faire de quoi te superviser, parce que, écoute, ça te prend les fonds, ça te prend du staff qui va superviser. Puis, je veux dire, c'est pas le domaine, en tout cas, dans notre coin, c'est pas le domaine où tu vas te faire payer pour faire de la recherche sur l'hypertrophie, là. C'est ça. C'est ça. C'est pas, on cherche pas un remède sur le cancer, là. On veut juste voir Ouais. qu'est-ce qui se passe quand on met des personnes dans un protocole, puis qu'est-ce qui va être plus profitable, juste en termes de masse musculaire. Mais c'est ça, sur 3 ans, c'est dur à dire, mais je pense qu'il y aurait eu des petits problèmes de surentraînement ou de blessure à quelque part. Mhm. On pourra jamais le savoir, mais moi aussi, j'ai l'impression que c'est un peu, Hmm. c'est un peu vers ça. Puis moi, une affaire, là, tu sais, quand ils disent 20 séries par semaine, on dirait que la population générale qui se met pas le nez là-dedans ont pas nécessairement vu que c'était peut-être c'était des séries qui se rendaient à l'échec musculaire, etc. Fait qu'ils prennent comme hey, faut que je fasse 20 séries. Fait que là, je vais faire 3 séries de bench. Mes 2 premières, j'étais sous maximal. Puis là, ma dernière, tu Hmm. sais, je trouve qu'il manque de précision sur. On parle de quel type de série ici? Un warm-up, un Hmm. working set, il t'en reste 5 dans le tank. On parle de quoi? Je trouve que ça serait tu sais, c'est plus facile pour les gens de l'appliquer après ça, rendu dans le gym, de dire il faut que je fasse tant de séries de cette façon-là. Ouais, puis c'est très difficile. Juste dans le côté pratique, c'est difficile de qualifier, mettons, l'échec musculaire. Est-ce que c'est l'échec musculaire volontaire ou est-ce que c'est l'échec musculaire, tu es en train de mourir en dessous de la barre? Puis si on regarde dans la littérature, quand on veut quantifier l'intensité de l'exercice, la perception de l'effort ou les répétitions en réserve, ça aussi, il y a tellement de métriques qui peuvent être utilisées que de mettre toutes les affaires sur un même pied d'égalité pour les comparer, c'est quand même dur. Tu Mhm. sais, quand tu regardes ça, tu peux avoir des études qui sont en pourcentage d'une répétition maximale. Mhm. Tu peux avoir des études qui ont utilisé le RPE, fait que dans le fond, une échelle de RPE ou de RPE modifiée, fait que la perception de l'effort. Tu peux avoir une étude qui a utilisé les répétitions en réserve. Tu peux avoir des études qui ont utilisé ce qu'on appelle le velocity loss training, fait que dans le fond, la diminution de la vitesse avec la progression des répétitions dans une série. Fait que là, prends tout ça, puis prends des études avec des protocoles tous différents, puis essaye de mettre ça sur une même base. Bonne chance. C'est ça. Fait qu'il y a des choses intéressantes dans toutes ces méthodes-là. Ça dépend avec quelle clientèle tu l'utilises. Mais tu sais, comme je semblais dire, vers quelqu'un qui est relativement débutant, qui veut apprendre comment ça marche, qui veut gagner de la masse musculaire, puis que là, on parle de 20 séries, mais c'est 20 séries de quoi? Mhm. Tu sais, c'est 20 séries que je fais 10 reps, j'aurais été capable de me rendre à 20. Ou c'est 20 séries de je fais 10 reps puis je suis plus capable d'en pousser une de plus. Mhm. C'est ça. Puis les gens plus débutants ont tendance à moins connaître leur charge, peut-être sous-estimer leur force. Il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. Fait c'est peut-être dans ces périodes-là que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui te guide, qui pas nécessairement juste te pousser tout le temps, parce que si t'es débutant, je veux dire, tu vas être raqué en tabarnouche, puis il y a quand même des risques, là. Mais juste de comprendre quand même l'intensité.
Tu Mhm. sais, te le faire tester une fois de temps en temps, non. Tu es capable d'en faire deux, trois de plus, là, fais-les. Ça va être dur, mais ça va te donner une idée de, mettons, si je te dis une, deux, trois répétitions en réserve ou zéro, tu sais, ça ressemble à quoi? Mhm. Hmm. Ouais. Parce que j'ai l'impression que si on simplifie ça, là, c'est comme, faut que tu te pousses. Tu sais, mettons qu'on simplifie ça. C'est des Hmm. séries intenses. Je pense C'est que ça. ça serait la meilleure manière de simplifier pour quelqu'un qui commencerait. Après ça, ben là, tu peux aller un peu plus précis un coup que là, tu C'est ça. avances en âge d'entraînement. Puis, c'est ça. Mettons qu'on fait ça simple, les séries intenses, là, pour les gens qui écoutent, hein, on veut pas dire des séries qui te font suer ou que t'es essoufflé, là. Je veux dire, au Non. niveau musculaire, ça n'a pas d'importance. On veut dire, tu sais, mettons que tu veux juger ça, puis tu le sais pas, toi, c'est quoi l'échec musculaire, puis t'es pas entraîné jusque-là. Ben, quand tu vas forcer, tu vas faire la phase concentrique de ton mouvement, c'est sûr que tes dernières répétitions vont ralentir. Tu Ouais. sais, mettons 25 à 40%. Alors, regarde juste ça. Tu vas commencer à avoir la tremblote un petit peu plus, ça va être dur. C'est dans ce bout-là. Mhm. Puis je pense que pour commencer, là, t'as pas besoin de te casser la tête plus qu'il faut, mais c'est juste de réfléchir à cette idée-là. C'est ce genre d'effort-là. C'est pas genre je fais mon set, je lâche ça, puis tout va bien, là. Mhm. Si on revient à ton mythe 2 qui était, hey, faut que j'en fasse plus pour en avoir plus. Ouais, ouais. Pourquoi ceci serait pas réel? Pourquoi c'est un mythe, en fond? Pourquoi c'est Mm. pas cette façon-là qu'il faudrait faire? Ben, c'est parce que je te dirais qu'il faut qu'on tienne compte de la récupération, tu sais, de la capacité de récupération de la personne, puis de tout le portrait global de l'environnement. Tu sais, on n'est pas tous des bodybuilders, qu'on est 24/7 dédiés à juste gagner de la masse musculaire. On a des jobs, on a des familles, on a d'autres stresseurs dans nos vies. Fait qu'il faut tout comptabiliser ça, puis y aller au cas par cas pour voir qu'est-ce que cette personne-là est capable de tolérer, puis est quand même capable de progresser dans son entraînement, de pas se brûler, de pas se blesser, puis de continuer pendant des mois et des années. Fait que c'est pour ça que, tu sais, plus sur le court terme, ça vaut rien. C'est vraiment de Mhm. trouver qu'est-ce que tu vas donner comme quantité de travail que la personne va récupérer, elle va continuer d'avancer, puis que ça va être comme un espèce de juste milieu. Puis s'il y a une manière au plafonne, ben peut-être qu'on peut considérer de faire une phase qu'on en fait un petit peu plus. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'on a comme bifurqué, on a parlé de volume puis d'intensité pour essayer d'expliquer c'est du volume, mais de quoi, tu sais. Mhm. Cette partie-là est importante parce que si on garde pas les autres paramètres intacts, puis que mettons on ajoute du volume, mais c'est pas à la même intensité, ben on compare pas les mêmes affaires. Mhm. Fait que ça serait dans le fond que le faire d'en faire trop va, à long terme surtout, brimer ta capacité de récupérer de ces entraînements-là, ce qui va faire en sorte que tu seras pas capable de gagner la masse musculaire que tu veux gagner parce que tu n'es pas capable justement de récupérer. Mm. Ben, tu sais, ça pourrait être une multitude de choses. Ça peut être juste comme un syndrome de surentraînement, tu sais, une fatigue générale, plus de motivation à t'entraîner, t'as plus de force au gym, ça fonctionne plus. Ça peut être une blessure. Euh, il y a vraiment plusieurs choses là, qui pourraient arriver dans ce sens-là. Puis la récupération, c'est complexe. Ça dépend qu'est-ce qu'on évalue puis qu'est-ce qu'on cherche aussi, là. Mais ça pourrait t'éviter ou te ralentir, pas ça comme tu veux, Mm, d'avoir certains résultats, peu importe la raison pour laquelle ça te ralentit, que ce soit, comme tu dis, blessure, mm. fatigue, démotivation, etc. Ben oui, parce que tu regardes ça, tu sais, t'es-tu mieux d'y aller super intense pendant 2, 3, 4 mois,
puis mettons, tu risques une blessure, ou mettons, tu cruises à une intensité de 80% pendant 3 ans. Tu sais, d'après moi, si tout va bien, puis tu progresses un petit peu à tâtons, à ton 80% sur plus longtemps, il va être meilleur que, Mhm. tu sais, de pas être capable de maintenir. Puis c'est la même chose avec toutes les autres habitudes qui vont te donner tes gains, en fait, dans ce domaine-là. Tu sais, on parle beaucoup, faut que tu sois intense au gym. Oui, il faut que tu sois intense, mais intense, genre, je vais être capable de tenir ça dans le temps, ou avec ma fréquence d'entraînement, ça fait du sens. Tu sais, tu peux pas être intense à battre tes records personnels 6 fois par semaine. Ça, je peux te le dire, ça marchera pas longtemps. Ça Mhm. va peut-être marcher tes 6 premiers mois, là, mais une année, tu frappes un mur. Fait que c'est ça. C'est vraiment. Il y a du essai-erreur, il y a du on observe, on réajuste. Tu sais, c'est beaucoup un travail de, mettons, le client puis le coach, Ouais. le feedback que tu reçois. Suivi de progression, puis la rétroaction sur, tu sais, hey, comment tu te sens? T'es-tu fatigué? T'es-tu raqué? Ça dure combien de temps? Ça interfère-tu avec tes autres activités, tes autres sports que tu fais ou n'importe quoi? Tu sais, je pense que c'est vraiment là l'intérêt de personnaliser tes affaires puis de juste pas donner le même programme à tout le monde, hein. Mhm. Ah, je pense vraiment qu'il y a une notion pour le volume là, de vraiment l'individualiser. Parce que Mm. perso, là, moi, je suis pas capable d'en tolérer tant que ça. Tu sais, nous, chez HL, on fonctionne par nombre de séries à l'échec, mettons, comme pour quantifier notre volume. Mhm. Moi, 2 par exercice, 4 par groupe musculaire. Hey, si je monte à 3, c'est là que ma surcharge progressive commence. Oh, là, j'ai de la misère à mettre plus lourd. Puis là, je me sens. Ça, c'est moi, tu sais. Mais j'ai Mm. des clients qui, c'est complètement différent, sont capables d'en pogner bien plus. Fait que je pense que tu marques un bon point que c'est vraiment Mm. de personnaliser ça. C'est ça. Moi, personnellement, je suis quand même assez similaire à ça. Ça va dépendre des exercices, ça va dépendre du moment, mais c'est ça. En général, pas beaucoup de volume. J'aime mieux me pousser un petit peu plus sur moins de volume que faire beaucoup d'exercices, beaucoup de séries. C'est des entraînements un petit peu plus courts, mais intenses. Ça me met moins à terre. Je suis un petit peu moins courbaturé. Mhm. Ça va aller plus dans cette direction-là. J'ai vu beaucoup de clients quand même que euh, en diminuant leur volume, ils ont eu des bons gains, puis qu'on se rendait compte que c'était à peu près la même affaire, là. Des fois, je leur donnais un programme qui faisait, ouais, j'ai fait ton workout, j'ai fini, j'ai l'impression de pas avoir travaillé. Ouais. Comme, continue, là. Essaye-le une couple de semaines, monte tes charges, tu sais. Pousse-toi tranquillement, mais rajoute pas de série, fais pas de niaiserie, là. Puis, tu sais, le monde progresse pareil. Et en même temps, si tu fais beaucoup de volume, plus que tu as de séries sur plus d'exercices, tu vas plafonner plus vite au niveau de tes charges. Tu ne seras pas capable de tenir ta charge Mhm. sur toutes tes sets. Fait que c'est vraiment un art, ce genre d'équilibre-là entre tu sais, l'intensité, la proximité de l'échec musculaire puis le volume. Fait Mhm. que moi, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? C'est pas mal de quantifier. Chez les gens plus avancés, je vais utiliser les répétitions en réserve. Puis Ouais. moi, quand j'écris le programme, je vais me servir pas mal de la quantification du nombre de sets pour un groupe musculaire qui sont entre 0 et 2 Mhm. de l'échec musculaire. C'est environ entre 0 et 3, c'est ça qui est plus payant. Les séries à l'échec, je vais les mettre plus sur des accessoires, des choses qui sont moins risquées, moins fatigantes. Tu sais, on s'entend à l'échec musculaire sur un leg extension puis un barbell squat, Ah, pas tellement la même affaire. Pas le même risque non plus. Fait que c'est juste de faire de quoi de pas trop niaiseux, puis d'habitude, on s'en sort. mythe numéro 3, tu vois, Hey, le, toi, le nos 2, il y sujets. avait, On a il y passé avait genre du deux stock. minutes sur le Sur le premier, puis premier. 20 minutes sur le deuxième. Ouais, Correct. le troisième, j'ai piqué, je pense, un article que tu avais sorti récemment dans un de tes posts. OK. Il faut manger vraiment beaucoup au niveau du surplus calorique que ça prend pour l'hypertrophie. Ouais.
Fait que c'est vraiment le mythe de, tu sais, une phase de bulk puis une phase de cut. Comment déboulonner ce mythe-là, c'est qu'on n'a peut-être pas besoin d'aller si intense que ça dans l'idée de faire une phase de bulk. C'est surtout, on veut contrôler pour la qualité de nos aliments. On veut pas se ramasser avec un surplus calorique de 1500 par jour parce que on va finir ballon puis on n'aura pas gagné trop de muscles. Mhm. Ouais. Puis souvent, ce que j'ai vu dans le passé, là, ça c'est peut-être que je suis le seul coach qui a vu ça, là, mais c'est que les gens qui font des gros surplus, mettons, ils se disent, Hum, hey, là, je pars en prise de masse, let's go. hum, Soit gros surplus ou soit j'arrête d'être, tu sais, de bien manger parce que je suis en bulk, fait que je peux me permettre plus de lousse. Là, ils prennent trop de gras. Et là, ils disent, ah, mais là, je suis plus bien. Fait que là, je veux refaire une cote. Fait que là, tu brises le process de prise de masse parce qu'il faut faire une cote parce que t'as pris trop. Fait que, tu sais, de y aller trop large, là, moi, ça a souvent fait des setbacks dans des phases de hum. prise de masse. C'est ça. Je pense pas que c'est excellent de faire ça aussi intense au niveau de ta santé non plus. Puis de manière, tu vas vraiment beaucoup jouer avec tes hormones de satiété. Tu sais, tu t'habitues à te mettre manger de la junk puis faire un surplus de 1500 calories par jour. Tu fais comme, ah, j'ai overshoot, je suis rendu trop gras. Je vais faire une cut. Je reviens à mon baseline puis je fais une cut de 300 calories, mettons. Et si bas, tu sais, tu viens de te couper genre 1500, 1800 calories, tu vas avoir faim, tu vas vouloir manger mûr. Tu sais, c'est comme que tu ailles d'un sens ou de l'autre, je pense qu'il faudrait que tu y ailles plus graduel puis que tu essaies de voir comment ton corps va s'adapter. Mhm. Tu sais, oui, il y a des personnes qui ont besoin de quand même d'un certain surplus parce que il y a le niveau d'activité physique en général aussi. Des fois, ça peut être le travail que la personne fait qui est très actif, fait qu'il va falloir la faire manger assez incroyable pour qu'il y ait des gains musculaires appréciables. Mais c'est ça. Pour la plupart des gens, t'as pas besoin d'avoir 1000 calories de surplus, là. T'as pas besoin de tomber dans le McDo pour réussir à atteindre tes calories. C'est sûr que on va avoir différents types de clients, puis ça se peut qu'on ait une clientèle justement qui a un métier actif, qui a pas de temps ou qui a pas d'appétit, vraiment. Fait que là, tu tombes avec une grosse dépense énergétique, puis tu as de la misère à combler tes apports. Il va falloir que tu ailles chercher d'autres stratégies, là. Mais c'est ça. On est quand même loin de juste comme s'empiffrer puis se réveiller un matin à faire ouais, je suis gros, hein. Fait que, on va faire une cote. Mhm. Fait que c'est ça. Quand tu prends vraiment significativement du gras aussi, tu sais, je veux dire, tu te crées de la masse adipeuse, puis quand tu fais ce genre de yo-yo-là, de reprendre puis de perdre le même poids, tu vas rendre toujours ça plus difficile pour ton système. Tu perds ton temps complètement, là. Ouais. Je me rappelle pas c'est quoi l'étude, mais je pense que c'était comme 2 à 5% là, de surplus, puis c'était comme. Hum, C'était bien en masse, là. Le monde y allait 2 à 5%, là. C'est pas gros, là. hum. C'est vraiment pas gros. La difficulté là-dedans, c'est de vraiment être capable de quantifier. Ouais. C'est assez précis. Nous autres, dans notre monde, on n'a pas toujours la possibilité de faire de la calorimétrie indirecte, puis de vraiment avoir un journal très, très, très précis de tout ce que le client a pesé, mesuré, puis il n'y a pas un nutritionniste qui le suit dans sa maison pour être sûr que c'est ça qu'il a mangé. Mhm. Fait que ça rend ça un petit peu plus touché, mais tu sais, quand même, au fil des semaines, au fil des mois, tu peux faire des moyennes, tu peux voir des trends. Tu sais, il y a différentes choses que tu peux utiliser pour voir le progrès. Tu sais, tu te files là-dessus, tu montes, tu descends. C'est comme un peu la discussion qu'on vient d'avoir sur le volume, tu sais, Hum, tu sais, mettons, OK, j'étais à 2 séries à l'échec, OK, je monte à 3. Hop, là, j'ai de la misère à progresser. Parfait, je pense que mon hum, sweet spot est à 2. J'ai l'impression que c'est un peu le même principe.
que tu calcules tes calories ou pas, je mange de telle manière. Hey, mon poids il stagne, je vais essayer de monter un peu. Hey, je prends 4 livres dans une semaine. Ça, c'était too much. J'ai Hmm. l'impression que c'est beaucoup d'essais-erreurs pour trouver ce qui est bon pour toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est sûr que le dommage que tu vas faire est moins important si tu fais des petits steps que si, comme on disait tantôt, tu dis je tombe en bulk, fait que je vais Ouais, manger. Fait que si, mettons, tu dis, bon, ben, mon poids est resté stable pendant 3 4 mois, ben, je vais me rajouter, mettons, 200 calories. On va essayer ça une couple de semaines. On va voir s'il y a un changement. Puis, tu sais, ton corps a quand même une certaine flexibilité métabolique d'être capable de s'activer puis de brûler un petit peu plus d'énergie aussi. Tu sais, on sait que si tu crées un déficit calorique pendant longtemps, de manière ton corps, il va comme ajuster ton activité physique à la baisse. Ben, si ouais, tu lui donnes assez d'apport, à de manière, tu vas être quand même capable de bouger plus pour compenser. Fait que si tu es quelqu'un qui a quand même un bon appétit, puis que ça te va, toi, de manger plus, puis de bouger plus, t'es dans ta prise de masse, cool, c'est une bonne stratégie. Ça veut pas dire que c'est la stratégie pour tout le monde, mhm, mais c'est ça. Faut jongler un peu avec ça pour essayer de voir c'est quoi ta maintenance. Puis après ça, ben quand on garde ton volume d'entraînement égal, puis ton activité physique égale, fait que c'est tous tes déplacements actifs, ton nombre de pas, etc. Tout ce qui amène une dépense énergétique. On modifie pas ça. Un coup que ça c'est compris, on peut modifier up and down ton alimentation. ouais. Je pense que, perso, tu sais, je bouge, mettons, peut-être un 7500 à 8000 en moyenne. Puis, tu Hmm? sais, après, j'avais fait une prep là, pour un photoshoot. Fait que j'ai, tu sais, après, en reverse, j'ai continué de tracker mes calories très à la lettre, etc. Tu sais, là, j'étais à peu près à du 2200 par jour. Puis ceci est un surplus pour moi léger, OK. mais j'étais à 2002. Ça, c'est moi encore là. Mais on dirait que ça m'a fasciné de dire, ah, Chris, c'est vraiment individuel. Il y en a que ça se peut que ça lui prenne Ouais. 3000, mais il y en a que ça se peut que ça lui en prenne pas tant que ça. Pour moi, 2002-2003, avec le week-end, ce que je vais peut-être manger un peu plus, tu vas au resto. Fait que si tu fais une moyenne, je suis peut-être à 2004 là, dans ma semaine. Hmm. Ceci, pour moi, est assez. Même si je fais un 7 à 8000 par jour. C'est ça. Ben, c'est sûr. Je donne un exemple. C'est sûr, ça doit faire un 2 ans que je calcule pas vraiment les calories dans ce que je mange, mais tu sais, il y a beaucoup d'aliments que je pèse pareil, puis généralement, je fais quasiment tout le temps la même routine avec mes 4 repas, Mhm. avec certains petits changements, mais tu sais, je sais que ma maintenance est autour de 2006-2007, tu sais, dans Mhm. cette bout-là, là. Ah, puis que j'ai déjà testé aussi, je l'ai déjà poussé jusqu'à 3500, puis j'avais plus faim, puis je voyais que je prenais du gras quand même assez vite. Mhm. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que, mettons, pour résumer le point 3, ce serait vraiment de. Il n'y a pas un surplus intense à avoir si tu veux prendre la masse musculaire. Un léger surplus peut faire très bien. En fait, ça va faire la même affaire qu'un gros surplus. Juste, tu vas prendre plus de gras qu'un gros surplus. Mais de trouver quel est ton léger surplus, c'est là où c'est un peu de l'essai-erreur sur du long terme. Il faut être patient. Hein, comme dans tout ce qu'on entreprend dans le monde du fitness, ça prend la patience. Ça fait pas de Exact, direction. exact. Mais c'est ça. Tu sais, tu peux. C'est sûr que si tu fais un gros surplus, tu as moins de chances d'avoir un apport insuffisant. Fait que tu es sûr que ça marche. Mais par contre, tu es sûr que tu vas prendre du gras. Fait Ouais. qu'à demander si tu le fais pendant 2, 3, 4 mois, tu vas te réveiller une journée où ce que t'aimeras pas trop ta shape, puis tu vas dire, bon, ben, on va partir faire une cote. Fait que, Mhm. c'est ça. Mythe numéro 4. Ouais. Mythe numéro 4, Ouais. c'était la fréquence de l'entraînement des muscles est très importante pour l'hypertrophie, toujours bien entendu. Mhm. Fait qu'autrement dit, il faudrait que j'entraîne absolument un groupe musculaire 2 fois, 3 fois dans la semaine. Mettons que je veux travailler mon chest. C'est absolument, tu sais, aux 2, 3 jours. On va Mhm. dire ça comme ça.
Fait Ça, que c'est ce pas vrai. mythe-là. Non, c'est ça, effectivement, c'est pas vrai. Euh, ce qui est décrit dans la littérature, c'est que la fréquence, c'est vraiment plus, ça devrait être vu plus comme un outil pour distribuer ton volume. C'est comme quand on parlait de volume puis de qualité du volume tantôt, quand on factorise le volume puis l'intensité de ce volume-là. Je pense que selon ta capacité de travail, la fréquence des entraînements est une bonne façon de gérer ta récupération puis de distribuer ton volume. Mhm. Mais si, mettons, toi, tu es quelqu'un qui est capable de faire un bro split puis de tout te claquer les séries de chess la même journée, en théorie, tu aurais à peu près les mêmes gains Mhm. à la fin de la semaine. Moi, je suis plus dans l'autre camp que j'aimerais, si je veux le travailler plus, je vais peut-être faire une deuxième journée avec quelques séries de ce groupe-là. C'est juste parce que je sais qu'après, mettons, deux exercices d'un groupe musculaire, si je me pousse quand même, le reste, ça va être de la scrap. Mhm. Fait que j'ai l'impression que, mettons, on met une coupe de séries sur une autre journée, ça pourrait être mieux. Ça reste quand même pas mal individuel. Fait que qu'est-ce qu'on semblait voir, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est que le split d'entraînement puis la fréquence, en raison de ça, si le volume est matché, ça fera pas trop de différence. Fait que si on est capable de donner la même intensité puis le même volume, ça va être plus une question de préférence, convenance pour fitter avec tes autres activités, ton horaire ou ta récupération. Est-ce que tu trouves que plus tu checkes la science, plus c'est pas tant compliqué que ça? Pas que c'est pas tant compliqué, c'est difficile. Faut que tu ailles au gym, faut que tu te forces. C'est difficile de le faire, mais Mm, c'est simple dans le sens un petit léger surplus pour jouer une grosse affaire. Le split, c'est un peu comme tu veux tant que tu matches le volume ou tu t'entraînes. Tu sais, trouves-tu mm. que scientifiquement, quand tu regardes ça, c'est quand même simple? C'est quand même basique, puis les gens ont tendance à complexifier ça ou, tu sais, essayer de trouver c'est quoi le Saint Graal. Tu sais, nous autres, on travaille là-dedans, on étudie ça, on étudie le dernier 5%. Mais tu sais, le premier 95% de l'examen est du stock vraiment de base Mhm. qu'il faut juste que tu appliques en continu. Fait que tu sais, ton volume, ta récupération, l'intensité de tes efforts, ta nutrition, c'est vraiment ça, là. Puis après ça, ben le split d'entraînement, c'est vraiment dans les micro-détails, c'est quelque chose qui peut jouer sur ta motivation, c'est quelque chose que tu peux faire fitter avec le client pour, comme je disais, son horaire, ses autres activités sportives. Mais c'est ça. C'est pas d'une importance capitale. Et là, comme je disais tantôt, on parle vraiment de gain musculaire. On parle Mhm. pas, par exemple, de performance sportive ou, par exemple, tu veux travailler des patrons moteurs, tu veux répéter ton squat souvent pour avoir un bon puis un beau squat puis performer là-dessus. Pas la même chose. Mhm. Ah, parce que c'est vrai, ça. Quand tu regardes une étude, exemple, tu testes une affaire qui est, comme tu dis, peut-être un 5% versus tout ton protocole, ben c'est là où, tu sais, dans les études, ah, ben, les gens, ils s'entraînent. Mm, Il faut qu'ils s'entraînent pour faire partie de l'étude. Les gens, souvent, ça va être marqué, là, il faut que tu sois à temps de l'échec musculaire ou whatever, mm, quel outil de mesure qu'ils vont mettre. Faut que tu progresses tes charges. Là, des fois, la nutrition va être prise en compte, faut que tu manges cette protéine. C'est quand tu regardes genre le protocole, souvent, t'as comme le 80-20 dans le protocole. mm. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, quand on parle du dernier 5%, puis qu'on parle du long terme, tu sais, il y a des affaires que tu pourrais rajouter pour aller chercher le dernier 5%. Mhm. Mais tu sais, pour la personne qui veut améliorer sa santé générale, avoir une meilleure shape, se sentir bien dans sa peau, puis qui est pas un athlète pro, un culturiste ou quelque chose de même,
Tu veux-tu vraiment faire tous les sacrifices du dernier 5% pour aller chercher 5%? Tu sais, je veux dire, you're cruising, là. Tu sais, t'es Mhm. capable de faire du maintien à un bon beat avec le premier 95%. Fait que c'est là que la question se pose. Peut-être que de temps en temps, tu vas te mettre un petit défi, tu vas vouloir faire plus d'efforts ou vraiment aller chercher ce dernier 5%-là. Mais si tu penses être dans cette game-là pendant des années, des années, des années, tu seras pas au 100% tout le temps. Ce qui va te donner ton résultat, c'est des années, des années, des années à te présenter puis à faire ce que tu es capable de faire cette journée-là. That's it. Mhm. C'est juste ça. J'ai l'impression que le 5% même à l'œil nu, Mm. je sais même pas si je serais capable de le spotter. Mettons, si tu fais une étude, non, ça arrivera encore jamais, mais deux groupes, il y en a un qui fait, tu sais, qui fait vraiment tout parfait, l'autre, il y a des affaires un peu Mm. moins parfaites, et tu demandes aux gens visuellement, faut-tu une différence après 16 semaines? Ouais, Je sais même pas si à l'œil nu, on le verrait. c'est ça. Ça serait quelque chose de difficile parce que, je veux dire, les personnes répondent pas tous de la même façon Exact. au même protocole d'entraînement puis au même plan alimentaire, par exemple. Ils ont pas toutes la même génétique. Fait que là, si tu fais ça pendant plus longtemps, puis que tu es capable d'avoir des phases où tu vas évaluer, puis faire que chaque individu ait son propre contrôle, Ça, ça veut dire, mettons, chaque personne au fil du temps va avoir testé tous les traitements. Tu peux comparer plus de choses, mais c'est long, c'est dur à faire, puis ça coûte cher. Mhm. Fait que, Je pense pas que ça va arriver. Surtout que non. la méthode avec les yeux, je pense pas que c'est la meilleure manière de le mesurer, mais c'est Non, non, sûr non, c'est que. ça. Mais même si on avait des mesures appréciables, tu sais, peut-être que le dernier 5% sur 16 semaines ou même 1 an, on verrait pas une différence énorme. Mhm. On verrait pas une différence énorme. Puis c'est ça, des fois, faut pas trop rendre ça compliqué, faut pas chercher le programme parfait, faut juste répéter les mêmes efforts comme tu peux à chaque fois que tu vas aller t'entraîner. Mhm. That's it. Mythe numéro 6, j'ai-tu bien Mythe regardé? numéro 1, en tout cas, j'ai perdu le fil, là. Non, C'est c'est correct. tellement raturé ma feuille. Prochain mythe, il faut faire du 8 à 12 reps. Fait que dans le fond, tu veux gagner de la masse musculaire, 8 à 12 reps. Tantôt, on a dit tu voulais découper 15 à 20. Fait que si Oui. tu veux gagner de la masse, c'est 8 à 12. Mhm. Fait que ce mythe-là, ben, c'est basé probablement sur des vieux principes là, d'enseignement dans les livres, que Mhm. c'était à peu près ça. Tu sais, quand tu fais de la force, c'est 5 et moins. Quand tu fais de l'hypertrophie, c'est 6 à 12 ou 8 à 12. Puis quand, en tout cas, 15 et plus pour l'endurance. On a tous vu ces livres-là. Mhm. Mais tu sais, ça tient pas en compte justement l'intensité de l'effort. Mhm. Fait que, tu sais, on n'a pas de pourcentage d'un REM, on n'a pas la proximité de l'échec musculaire, on sait rien. Fait que ce qu'on sait, c'est que plus qu'on s'approche de l'échec musculaire, plus que ces séries-là vont être payantes pour l'hypertrophie. Mais est-ce qu'on veut faire aller à l'échec sur toutes nos séries, puis est-ce que c'est tout le temps ça qu'on fait sur tous nos exercices? Non. Fait qu'il y a un genre d'équilibre là-dedans. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on peut gagner de la masse musculaire avec du 5 reps, puis on peut gagner de la masse musculaire avec 30 reps, puis des poids Mhm. beaucoup plus légers. Puis on peut gagner de la masse musculaire avec des poids pratiquement inexistants, puis des COFs, là, le Blood Flow Ouais. Restriction. Parce que justement, le stress métabolique que ça amène, ça va faire en sorte que le corps il travaille vraiment fort pour aller recruter des unités motrices, etc., etc. Fait que l'effet d'hypoxie, c'est comme un challenge. Mhm. C'est pas un sujet que j'ai étudié en grande profondeur, là, mais quand même. Il y a de quoi d'intéressant à aller chercher là-dedans, peut-être. La simple idée que
Mettons que toi, t'aimes ça, t'entraîner un petit peu plus lourd, tu fais du 6 reps sur tous tes exercices de base, tu vas gagner de la masse musculaire. Puis si quelqu'un il aime ça faire 10-12, il va gagner de la masse. Puis tu sais, quelqu'un qui n'a pas une grosse tolérance pour la charge puis qui est capable de faire plus de volume, peut même faire du 12 à 15 sur bien des affaires puis ça va fonctionner. Mhm. Si on met toutes ces séries-là sur un même pied d'égalité pour la proximité de l'échec musculaire, comme on disait tantôt. Fait que encore une fois ici, c'est très, je vais le dire dans le même, là, mais fais qu'est-ce que tu as envie de faire et que t'aimes. C'est ça, c'est basic, puis c'est ça. Tu y vas avec qu'est-ce que la personne aime faire, son expérience en entraînement. Moi, j'ai tendance à utiliser ça. Tu sais, quelqu'un de relativement débutant, je vais moins l'envoyer vers le, mettons, 5-6 reps qui est plus de la force parce que je sais que la personne a sûrement une moins bonne capacité à gérer son intensité, à savoir qu'est-ce que c'est sa force maximale. Peut-être plus de risques associés à la compréhension du mouvement puis la charge. Fait que si la charge est plus modérée puis les répétitions sont plus élevées, on peut faire ça puis on peut descendre tranquillement là, par la suite. C'est juste une idée comme ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde puis que c'est coulé dans le béton, mais ça fait du sens. Ouais, très d'accord. C'est drôle en plus parce que j'ai fait un post à matin là-dessus. Ah ouais, je l'ai pas vu encore. Ouais, exactement cette affaire-là, là, 6 à 8, 6, 8 à 12, etc. Fait que assez C'est ça. d'accord avec ce sixième mythe-là. Cool. Prochain mythe. On a besoin de faire beaucoup de techniques d'entraînement. Techniques d'entraînement, là, on parle de techniques d'intensité. Fait que ton programme il est trop facile, Hugo. Mets-moi des drop sets, des super sets, des mythes. C'est toutes ces méthodes-là. J'ai besoin d'en faire pour avoir des gains musculaires appréciables. En fait, c'est pas vrai. Tu peux gagner là, de la masse musculaire pendant 20 ans en faisant des straight sets. Mhm, Tu peux faire 4 fois 8 pendant 20 ans si tu veux. mhm, Varier tes exercices pour pas trop t'écœurer, monter ta charge, varier certains autres paramètres. Tu peux progresser quand même. Il y a des considérations pour certaines techniques, puis c'est jamais parce que ça te donne plus de gains musculaires. Il y en a certaines, moi, que je vais aimer utiliser parce que tu sauves du temps. Tu mhm. sais, quand ça te tente d'être dans le gym 40 minutes puis de retourner faire tes affaires après, tu peux en utiliser. Tu fais de quoi de pas trop niaiseux, là. Et mettons, tu veux faire des bras. Tu peux faire des supersets antagonistes. Tu sais. Un exercice de biceps, un exercice de triceps. Tu fais ton temps de repos, tu recommences. L'un empiète pas trop sur l'autre. Tu sais, si tu es capable de faire progresser ta charge au fil des semaines quand même, Mhm. tu vas être correct. Et va-t'en pas. Le danger, je pense, avec les techniques d'entraînement, c'est de créer vraiment beaucoup plus de fatigue, vraiment beaucoup plus de courbatures pour vraiment aucun gain de plus, bien souvent. Tu sais, de faire un tricep avec du squat, une fente, puis un exercice d'isolation. Je dis juste ça, puis j'ai mal, là. Mhm. Mais, tu sais, c'est extrêmement difficile. Fait que le ratio, comme effort-récompense, il est peut-être pas aussi bon, là, que qu'est-ce qu'on pourrait penser. Pour la Ouais. majorité des gens, il faut qu'on tienne en compte aussi on va dire, ton âge d'entraînement ou ton expérience d'entraînement. Tu sais, ça fait 15-20 ans que tu t'entraînes, tu as fait un volume X toute ta vie, puis tu as comme une espèce de loi du moindre retour que plus que tu vas avancer, moins que tu vas progresser pour le même travail. C'est plate, mais tu vas t'approcher d'une espèce de seuil génétique où tu vas faire quasiment du maintien. C'est pas du maintien, mais tu vas progresser de 0,5% à chaque année au lieu de
je sais pas, moi, entre 5 et 10% peut-être. C'est juste des chiffres au hasard, mais ton progrès va beaucoup ralentir pour le même travail. Mhm. Fait que là, tu pourrais peut-être essayer certaines de ces choses-là, mais il y a aussi beaucoup de ces techniques-là que ça va être vraiment dur à faire en continu à chaque semaine pendant des mois. Fait que, à tenir en compte. C'est des techniques qui font faire beaucoup plus, souvent beaucoup plus de volume à l'échec musculaire ou beaucoup plus de volume au total. Fait que Mhm. c'est ça. Ouais. Les techniques, on dirait que perso, moi, j'en utilise plus depuis au moins 2 ans. Même avec nos clients, je, je vois pas. Parce que toutes les techniques, exemple, un superset, je l'ai déjà utilisé, genre, hey, j'ai vraiment juste 25 minutes, il faut que je Hum, rentre mon workout. Ok, je suis sûr, mais on dirait qu'à la base, sans technique, mes workouts me durent 45. ouais, Puis je me dis, point de vue temps de repos, on le sait que ça t'en prend quand, mettons, tu vas prendre plus de masse musculaire quand tu as plus de temps de repos. Fait que je me dis, superset, pour moi, il y a de quoi qui colle pas, hum, mais encore là, c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse. Je sais pas si à l'œil nu, encore là, je la verrais, cette différence-là. Puis ça, non, mettons, avant, il y a peut-être un an et demi, j'étais vraiment asti, non. Mais là, je suis un peu plus dans, ouais, à l'œil nu, je la vois-tu, la différence. Fait non, que c'est là que j'en suis, moi, avec les techniques. c'est ça. Fait que c'est comme, dans ma tête, faire des supersets agonistes. Fait que, mettons, Ouais. agoniste veut dire le même groupe musculaire. Fait que, mettons, je fais un exercice de pec, puis après, je fais un exercice d'isolation. Pec, c'est un gros nom, là. On parle d'exercices d'isolation, puis on parle des groupes antagonistes, qui sont les groupes inverses comme biceps, triceps. C'est quelque chose que je fais. Je fais aucune technique pour les jambes. Je fais aucune technique pour les gros groupes musculaires. Je pense que dans les dernières 5 ans, la seule affaire que j'ai faite, c'est genre biceps, triceps une fois de temps en temps. Puis Mhm. c'est juste parce que je me dis que je sauve un peu de temps. J'ai à peu près les mêmes gains, puis je suis capable de tolérer ça, puis ça passe bien. Mais Mhm. c'est tout, là. Ouais. Je pense que la distinction à faire, mettons, pour les gens qui écoutent, c'est surtout l'espèce de hey, les techniques vont m'amener plus de gains, comme zéro si tu matches justement le type de série. Je pense que c'est vraiment Mm. cette distinction-là à faire. Mais je pense que tu vas quand même être mieux avec des straight sets. Mais encore là, à l'œil nu, à long terme, si tu fais un peu de technique, j'aurais tendance à changer mon propos et penser que ça fait peut-être moins de grosses différences qu'on Ouais, ben, il y a aussi beaucoup, mettons qu'on regarderait, si on parle de littérature, c'est vraiment dur de comparer des études qui sont pas sur une même base, puis mettons une étude qui aurait un protocole qui fait beaucoup de techniques versus plusieurs études qui ont calculé leur volume avec des straight sets. C'est dur de comparer les deux aussi, puis d'avoir suffisamment d'études pour dire, tu sais, telle technique, ça a vraiment fait une différence là, appréciable. Mhm. C'est dur. Mais c'est ça, c'est que si tu ajoutes de la densité dans ton entraînement avec des techniques, c'est-à-dire tu as moins de temps de repos puis tu fais plus d'efforts dans un bloc de temps, tu diminues ton potentiel de force. Tu sais, je veux dire, tu n'auras pas la même charge maximale là, sur les répétitions prochaines, puis sur le deuxième, puis le troisième exercice que tu vas faire. Fait que est-ce que c'est bénéfique pour progresser ou est-ce que tu es juste en train de créer plus de courbatures, puis de te fatiguer, puis, tu sais, je veux dire, faut que tu considères pas mal de choses. Mhm. J'aime bien. Mythe numéro Hmm. 8. Yes. Ben on a juste coulé là-dessus. On a besoin de faire des temps de repos courts. Ça, je pense que c'est une mode de peut-être là 5 6 ans ou un peu plus. Je pense que les dernières années, on a vraiment vu qu'on était plus dans
des 90-120 secondes la plupart du temps. Ouais. Puis que avant ça, c'était comme vraiment en lien avec les techniques d'entraînement. Ah, faut que tu fasses des supersets. Il faut vraiment que tu massacres ton muscle. Fait que là, si tu fais du chest, c'est genre une série de dumbbell press, 60 secondes, une autre série, puis envoie. C'est bol. Tu sais, je veux dire, si t'es quelqu'un qui a un peu de bagage en entraînement, puis que tu charges relativement pas pire par rapport à tes capacités, ton entraînement va se finir vite, là. Ouais. Parce que tu seras pas capable de tenir la charge, tu sais, au fil de tes séries. Fait que c'est pas. Fait qu'au niveau du temps de repos, c'est ça. Si on parle strictement pour l'hypertrophie, ben ça dépend, je pense, des exercices. Ça dépend de la complexité de l'exercice. Ça dépend de l'impact de l'exercice sur ton système cardiovasculaire. Euh, c'est ça. Ça dépend de bien des affaires aussi. Mais c'est ça. Moi, j'ai souvent pogné des clients, tu sais, qui trouvaient ça long, mettons, les temps de repos que je marquais. Ouais. Mais je suis comme, dans les premiers exercices, essaye de respecter ça, parce que sinon, ta force va diminuer ou tu seras pas capable d'augmenter, puis c'est important. Puis au pire, dans les exercices plus tard, en isolation, tu sais, au moins une minute, là, c'est le gros minimum, là. Mhm. Puis si tu vois que, mettons, je te donne 3 séries à faire, puis que la première c'est bon, la deuxième c'est poche, puis la troisième c'est horrible, eh, peut-être repense-y un peu là, à prendre un petit peu plus de temps de repos, mais c'est ça. Souvent, je pense que c'est une des considérations. Les gens, ils aiment pas ça, genre, attendre. Ouais. Ils trouvent ça long. Ouais. Il y a un juste milieu, je pense, là-dedans. C'est là où le papier est pas dans le terrain. Tu sais. C'est comme. Hum, C'est vrai que tu sais, une minute et demie minimum, ça semble être vraiment vers là que ça va, même que. Tu sais, je sais pas si il y a une nouvelle méta-analyse, c'est une méta-analyse qui est sortie récemment par toute la gang de Milo Wolf, Bram Schaldfeld, puis Dr. Pack. Tu sais, il disait, ah, une minute et demie, c'est correct, mais j'écoutais un de ses vidéos après, puis avec Jeff Nippard, puis Jeff Nippard, il était comme, moi, je te dis que si tu fais cette étude-là sur 3 ans, le une minute et demie perd ça, versus le trois ça va. minutes. Puis il était comme, je te la donne, oui. Fait que ça, en papier, je suis d'accord, mais c'est comme tu dis, des fois, c'est comme le monde, sont comme, ah, je fais quoi pendant 3 minutes, tu sais. Perso, je le prends 3 minutes, j'adore ça. Mais encore là, si Hum, c'est personnel, ça veut pas dire que tout le monde aime ça. Fait que je pense que c'est là où des fois le papier, c'est pas le terrain. c'est C'est à ça. cause de ça. C'est ça. Hum. Puis, tu sais, il y a toujours beaucoup de choses à considérer. Il faut savoir c'est quoi le groupe musculaire, c'est quoi l'exercice. Tu sais, 3 minutes sur un deadlift, ça sera pas trop. Non. 3 minutes sur un calf raise machine, ça se pourrait que ça soit quand même long, là. Mhm. C'est une fatigue très locale, puis tu devrais être capable, là, après une minute et demie, d'en faire un autre set. Puis si tu trouves que tu es limité ou que tu es essoufflé sur un calf raise machine, c'est bol. T'es t'es juste penché. Va faire un peu de cardio, je pense. Ouais, c'est ça. Parfait. Mythe numéro 9. C'est intéressant le prochain aussi parce que ça, je Ouais. pense que ça revient vraiment souvent. Tu vas comprendre dans un sens comme de l'autre. Faut avoir des courbatures pour progresser. Ah oui, j'aime ça. Que les gens, des fois, vont dire, j'ai fait cet entraînement-là, je suis pas raqué, c'est correct, je travaille-tu assez fort, je vais-tu progresser? Ou, à l'inverse, j'ai fait cet entraînement-là, je marchais tout croche pendant 4 jours, je vais progresser. Ouais. Tu sais, tu comprends la nuance? Euh, c'est dur de savoir c'est quoi le sweet spot au niveau des courbatures. Mais on a quand même certaines informations dans le sens que, de mon avis, si ton entraînement est tellement intense puis fait tellement de courbatures que ça diminue ton niveau d'activité physique générale, ça va souvent être négatif. En perte de poids, ça peut l'être définitivement.
Puis, tu sais, en prise de masse, ça pourrait l'être. Tu sais, mettons que tu fais ton entraînement, puis c'est très intense, puis tu fais du divan le reste du temps parce que t'es plus capable. Faudrait peut-être gager un petit peu. Puis les courbatures, ben, même la littérature la plus actuelle, on sait même pas à 100% par quoi c'est causé, là. Ouais, c'est fou, On ça. sait que c'est sûrement une interaction entre plusieurs mécanismes. Il y a sûrement une accumulation de métabolites, il y a sûrement des signaux associés aux dommages musculaires, il y a sûrement d'autres choses. C'est sûrement une combinaison de ces affaires-là, mais on le sait pas. Mhm. Mais c'est ça. Je dirais qu'en général, si tu es très raqué pendant plus que 48 heures, peut-être que ta charge d'entraînement sur ce groupe musculaire-là est un petit peu intense pour le moment. Hmm. Puis, ça, j'avais entendu ça l'autre fois, là, un gars au gym. Il y en a tout le temps, tu sais. Hmm. Puis, il était comme, hey, je commençais à faire des circuits en haute OK. répétition. Et, hey, OK. je suis tellement raqué, je pense que mes muscles avaient besoin d'un choc. Puis, dans ma tête, tu sais, puis, quand le monde me dit ça au gym, je me recommande pas m'ostiner. Je suis comme, ah, ben ouais. Mais tu sais, c'est juste une question de si high rep, nouveauté, c'est juste ça. C'est pas une question de te plus choqué quoi que ce soit. Ça. C'est-tu une ancienne affaire d'Arnold, ça, qu'il avait dit dans une vidéo? You need to shock the muscle. Ah, Je me exact. rappelle pas si c'était lui. Mais Ouais, en c'était tout bien. cas, tu sais, on sait quand même, on connaît beaucoup de choses qui vont augmenter les courbatures. Il y a l'effet de nouveauté. Tu sais, quand tu Ouais, commences un nouveau programme, c'est la l'effet des contractions neuromusculaires, c'est le fait que tu t'appropries le mouvement. Les premières fois que tu vas faire ce training-là, tu vas être plus raqué, puis ça va diminuer quand ton système nerveux va être plus efficace. Tu sais, tu as les exercices en position étirée, tu as le volume d'entraînement en général, tu as les contractions excentriques. Tu as plein d'affaires de ce genre-là qui vont augmenter les courbatures. Mais c'est ça. Le sweet spot des courbatures est à quelque part sur cette échelle-là que, je veux dire, si t'en sens jamais du tout, c'est un peu bizarre. Mais si t'es plus capable de marcher pendant 4 jours, c'est un peu bizarre. Fait que exact. c'est ça. Quelque part dans le milieu. Ouais. Encore une fois, je pense, comme un peu les techniques, c'est que les gens, faut pas qu'ils associent ce feeling-là à si c'était un bon workout ou si c'était pas un bon workout, je suis en train de prendre la masse ou je suis pas en train de. Comme tu dis, les recherches sont. Ils savent pas trop c'est quoi, là. Puis c'est comme, il y en a un qui dit ça, ouais, l'autre dit ça. Fait qu'on sait même pas encore réellement Mm. c'est quoi. Fait qu'on. À l'heure C'est ça. actuelle, moi, je dirais que ça n'a pas nécessairement un lien direct avec un workout qui va C'est stimuler quoi ça. que ce soit. C'est ça. C'est un bon entraînement en hypertrophie. Tu vas sortir du gym, tu vas sentir que tu as forcé. Tu sais, tu Ouais. sens quelque chose sur ces groupes musculaires-là. Si tu as fait une bonne sélection d'exercices, tu devrais pas être scrap et tu n'es plus capable de continuer ta vie parce que ton système nerveux est complètement toasté. Mhm. Fait que c'est ça. Ça, cette partie-là, c'est vraiment tout l'art de la planification d'entraînement, de choisir les bons exercices pour la bonne personne avec le bon volume pour ses capacités à ce moment-là. Mhm. 10e? 10e, je Oui. pense. Et les gens vont dire que on se dit et on se dédie. Le prochain mythe, on doit absolument aller à l'échec musculaire. C'est bon, Fait ça, que on va. je trouvais ça important de Ouais. l'amener pour expliquer parce que, tu sais, depuis le début, on a comme établi que si on veut quantifier notre charge d'entraînement, il faut mettre ça sur un même pied d'égalité. Fait Mhm. que c'est un petit peu comme ça qu'on va planifier notre effort en sachant que nos séries de travail sont difficiles. Mais Ouais. est-ce qu'il y a une augmentation des gains de 200% entre une répétition de l'échec musculaire puis zéro répétition de l'échec musculaire? La réponse, c'est Non. non. Puis, de toute façon, pour la plupart des gens, essayer de mesurer l'échec musculaire, c'est très difficile, puis tu vas tomber peut-être quelque part dans
les environs de 0 à 2 répétitions de l'échec musculaire en réalité, puis c'est correct. Mhm. Parce que, mettons que je supervise quelqu'un puis je te fais faire un vrai set de squat à une répétition de l'échec musculaire. Je te garantis que dans 60 secondes, tu me diras pas Let's go, on fait un autre set. Tu vas être taxé, là. Mhm. Même si c'est à une répétition de l'échec musculaire. Puis même, j'aurais souvent tendance à pas utiliser ben ça sur un squat libre. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça. On regarde là dans la littérature que entre 0 et 3 répétitions de l'échec musculaire, on semble pouvoir dire que c'est dans ces eaux-là que c'est le plus payant. Est-ce qu'on a besoin d'aller toujours à l'échec? Non. Puis ça va dépendre aussi de la complexité puis du danger de l'exercice. Mhm. C'est quand on parle des exercices pluriarticulaires avec des barres sur notre dos, on fait pas de conneries. On aime mieux progresser que de se guillotiner avec la barre, s'il vous plaît. Pour l'échec, moi, le bug avec ça, c'est. D'après moi, tu vas être d'accord. Si je commence à quelqu'un puis je dis, hey, il y en tous en une à trois, c'est pareil qu'à l'échec. Mm. Mais cette personne-là n'a aucune sainte idée c'est quoi à l'échec, puis elle n'est jamais allée, elle va s'en garder neuf. Parce que même Ouais, c'est ça. actuellement, quand que je dis à quelqu'un, va à l'échec, il est pas mal plus dans du 1 à 3 que dans du Ouais, réel échec. c'est ça, exact. Fait Ça peut être une façon de faire ça. Absolument. Il y avait une étude, justement, je me rappelle pas des auteurs, puis cette étude-là a été discutée par beaucoup de coachs au Québec. C'est sûr qu'il y avait certaines limites que je peux expliquer là vite vite, mais je pense qu'il avait pris un bench press, puis il avait évalué justement, il avait demandé aux personnes de choisir une charge qu'ils allaient être capables de faire pour un 10 RM. Puis là, il regardait ça, puis, tu sais, la plupart des gens, ils faisaient, mettons, 15, 18, 23 répétitions avec cette charge-là, finalement. Fait que ça veut dire qu'ils sous-estimaient beaucoup leur force, puis ils sous-estimaient beaucoup là, où ce qui se situait sur cette échelle-là des répétitions en réserve. C'est sûr que en utilisant un 10 RM, tu as un espèce de facteur de biais qui est les systèmes énergétiques. Si la personne s'entraîne pas beaucoup dans le 20 reps à m'amener, tu vas cramper, ton muscle va s'acidifier puis ça va être dur. Mais quand même, ça nous donne une bonne base pour dire que les gens qui n'ont pas cette certaine expérience-là, c'est plate, mais sont pas bons pour quantifier l'intensité de leur effort. Mhm. Fait que c'est là que ça peut être intéressant une fois de temps en temps de faire un check-up avec ton entraîneur si tu as des entraînements supervisés. Le but, c'est pas qu'ils te mettent à terre, c'est juste qu'ils te donnent le pouls sur, tu sais, c'est quoi une série un peu difficile que quand tu vas être tout seul pour le refaire, tu vas être capable de te rendre proche de ça. Puis proche de ça, c'est un range parce que des journées, ça va aller mieux, ton système nerveux va être plus efficace, ta perception de l'effort va être plus basse. Je veux dire, il y a de la variabilité en entraînement, on se le cachera pas là. Mhm. Moi, il y a j'espère un jour être capable de faire cette étude-là. Moi, je suis convaincu quand même qu'il y a un lien entre les traits de personnalité et euh, si la personne va réellement à l'échec ou pas. Mhm. Parce que si un des traits de personnalité, le neurotypisme, c'est la sensibilité aux émotions négatives, j'ai l'impression que quelqu'un qui a peut-être cette sensibilité-là va peut-être break mentalement avant quelqu'un qui a peut-être un trait plus bas. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais Mhm. vraiment explorer parce que j'ai l'impression qu'il y a un lien psycho avec le fait d'aller à l'échec. Puis je suis pas en train de dire que c'est ce trait-là fort, c'est sûr que tu vas pas à l'échec. Mais je serais curieux de voir s'il n'y a pas des petites corrélations. Mhm. Ben, il y aurait de quoi de cool à faire. Puis tantôt, on parlait de préférence un peu, puis il y a sûrement un lien à établir là-dedans.
Il y a des personnes que, tu sais, mets-leur une charge lourde au squat, puis dis, tu vas me faire 3 répétitions, puis ils thrive, là, genre, ça Ouais, les craint. Puis il y exact. a des personnes qu'ils cassent, puis ils Ouais. aimeraient mieux te faire des séries de 15 puis que ça brûle. Ça Mhm. dépend des gens, puis tu sais, le système nerveux a un rôle à jouer. Puis on se situe tout quelque part dans cette échelle-là. Moi, ça me craint de faire le 3 reps, mais ça me brûle aussi. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quelque part là-dedans. Mm. Ouais. Fait que bottom line, tu veux, tu veux avoir une intensité qui est extrêmement élevée Mhm. en te rapprochant le plus possible de l'échec musculaire, mais de te rendre à un point où c'est comme il t'en reste vraiment zéro, tu n'es plus capable à monter. Il n'y a pas nécessairement un énorme avantage. En fait, il n'y en a pas réellement, tout simplement davantage que si tu t'en avais gardé une ou deux. Non, c'est ça. Tout à fait collé sur la littérature. Good. Numéro Dernier 11. mythe, Ben oui. numéro 11 et non le moindre. On va parler un petit peu d'attente. On va parler peut-être de réseaux sociaux. Le mythe est tout le monde peut être un bodybuilder. Hmm. Ouais. Puis ce mythe-là, dans le fond, c'est qu'on se le cachera pas, il y a une grosse part de génétique en entraînement. Que ce soit en hypertrophie ou en perte de poids, tu sais, on a quand même notre propre génétique puis le corps qu'on a. On va donner le même protocole à différentes personnes. Ils n'auront pas tous les mêmes résultats à la même vitesse. Il y en a qui vont travailler plus pour avoir le même rendement. Puis, je veux dire, c'est populaire le fitness, c'est populaire les photoshows. Tu sais, tu me dis, t'en as fait un, ça a dû quand même être difficile de se Mhm. rendre là. Je veux dire, j'ai déjà vu des gens avec une super de belle génétique commencer à s'entraîner, puis 18 mois plus tard avoir une shape de malade pour être sur le stage. Je veux dire, après 10 ans d'entraînement, je suis pas capable de me rendre là. J'ai pas essayé non plus de me rendre dans cet extrême-là, mais tu sais, 10 ans d'efforts constants m'a pas donné cette shape-là. On Mhm. s'entend sur beaucoup plus longtemps. On compare pas tout à fait la même chose, mais ça donne quand même un ordre de grandeur aux gens dans le sens que c'est ça. Faut t'ajuster tes attentes, puis à un moment donné, tu sais, c'est pas défaitiste, mais on continue de s'entraîner, on vieillit, tu sais, je veux dire, j'ai plus 24 ans, je suis pas dans mon prime pour construire de la masse musculaire. Oui, j'ai plus de connaissances, je continue, mais j'ai beaucoup d'années d'entraînement derrière, puis toutes les prochaines années, je vais continuer à progresser, mais tranquillement. Mhm. Puis, tu sais, en ayant un physique naturel, je me rendrai jamais au statut de bodybuilder. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Fait que, tu sais, ça, comment tu peux savoir? Ben, ça dépend des gens. Tu as des gens que tu vas voir qui ont déjà une relativement bonne force naturelle, vont s'entraîner quelques mois, vont s'entraîner un an, puis pof, ça pop. Tu sais, ils réagissent vraiment beaucoup à l'entraînement. T'as d'autres personnes qui progressent tranquillement, mais que c'est ça. Ça prend vraiment beaucoup de temps, puis l'ampleur des résultats, c'est pas la même chose. Et si tu veux, life is unfair. Ouais. Je pense que ça, c'est un gros problème dans le fitness. Plus je dis au Québec parce que c'est là que je C'est suis, là qu'on le voit. c'est là que je le vois. Là. Je ne sais pas dans les autres pays probablement, mais l'espèce de comparaison. Puis je le comprends, mais c'est là où. Parce que tu vas te comparer, puis là, tu vas commencer à t'entraîner parce que tu veux atteindre un certain standard physique. Et pour moi, ça fait pas de sens. Tu sais, c'est comme tu t'entraînes pour. Pour moi, ça, c'est pas des bonnes raisons de s'entraîner, de se dire, ah, je vais atteindre ce standard-là parce que tu sais, c'est une hiérarchie. Là. Plus je monte en shape, Instagram, plus je vais avoir d'abonnés, plus je vais avoir de likes. Puis c'est comme, c'est très dopaminergique, c'est très renforcement à court terme.
il y a de quoi tu sais, c'est un très bon point de réaliser first que s'il y a du monde qui ont des génétiques de fou, puis c'est comme good for, tu sais, C'est ça, good for them, c'est bien, mais c'est de c'est trouver ça, ses raisons à soi, tu sais, de faire ce processus-là sans c'est tomber dans ça. la comparaison, sans tomber dans hey, chaque workout que je fais, il faut que je prenne une photo absolument dans le miroir pour démontrer aux gens que hey, j'ai une shape, et là, maintenant, IG peut te permettre de like les stories. Oh, là, hein, il y a encore plus accès à Malade, ces renforcements-là. Fait que, c'est ouais, ça. c'est C'est dangereux. pas, c'est ça, c'est pas une motivation très intrinsèque. Non. Puis, tu sais, on pourrait aller loin, on aurait pu faire un autre 45 minutes sur ce point-là, puis parler de réseaux sociaux, d'attente, puis de qu'est-ce qu'on peut atteindre naturellement versus pas. Mais, tu sais, mettons qu'on dit que tous les gens sont honnêtes, puis qu'il y a personne qui va te vendre des programmes, puis des suivis en s'étant dopé. Ouais, on va juste faire une parenthèse comme ça. Euh, c'est encore là, tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas te comparer avec des photos éditées, tu vas te comparer avec la 10e année de préparation d'un gars qui a une super belle génétique, puis toi tu commences jour 1. Puis ça va mener à des problématiques de vouloir trouver des shortcuts, vouloir utiliser la méthode du gars qui est à sa 10e année, puis toi, tu es à ton jour 1. Fait que sa méthode sera vraiment pas adaptée pour toi. Et c'est comme un joueur de hockey qui est novice, puis qui voudrait faire le protocole d'entraînement à Sidney Crosby, parce que Sidney Crosby l'a fait. Fait que clairement, il s'est rendu là en Mhm. faisant ça. Mais non, tu sais, il a monté des marches. C'est la même chose là-dedans. Mais c'est ça. C'est question de génétique, question de processus, question d'âge d'entraînement. Puis même avec l'âge d'entraînement, ben ça se peut, il y a certains d'entre nous qui vont arriver après 10 ans, qui vont se comparer, qui vont faire, ben, tu sais, j'ai vraiment progressé, c'est cool, mais c'est pas hot, là. Je suis pas rendu un culturiste, puis je le serai jamais, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça devrait pas être pour ça qu'on fait ça à la base. Non, c'est ça, exactement. Puis je pense que en vieillissant, selon notre background d'entraînement, selon notre environnement, selon la clientèle qu'on voit, ça va teinter notre mindset sur d'autres choses. Tu sais, moi, j'ai vu toutes sortes de populations, mettons, entre, je vais dire, 5 ans, puis même 99 ans au fil des années. Puis l'âge veut pas dire grand-chose, mais je veux dire, il y a des gens qu'en vieillissant, ils ont vraiment capacité physique. C'est vraiment pire qu'on pense. Fait qu'à un moment donné, on restera pas tous à 20 ans, on restera pas tous dans nos âges de prime bodybuilding. On va vieillir, fait que ça va être vraiment hot quand tu vas être rendu à 50 ans puis tu vas avoir la shape d'un gars de 30 ans, par exemple. T'sais, Mhm. fait que tu te fixes d'autres petites affaires à regarder. T'essayes de. Puis veux pas, je veux dire, quand que ça fait 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, puis que tu vas dans le gym X nombre de fois par semaine, je veux dire, c'est rendu une routine, mais il va falloir que tu trouves d'autres petites affaires qui vont te motiver, là. Ça sera pas le spark des 12 premiers mois. Je suis vraiment sur mes gains de débutant, ça va vite, ma force augmente vite, tout est bon. Tu sais, ça se peut que tu plafonnes pendant X nombre de mois puis que c'est plate, mais tu le fais parce que tu as d'autres raisons de le faire. Exact. Ouais, 100%. On est rendu au bout des 11. Je te propose qu'on fait un genre de wrap-up de Ouais, chaque mythe et de la personne qui écoute, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Elle sort de ce podcast-là d'une heure et presque une heure et demie. Là. 1h23, Ces tabarouette. mythes-là, là, chaque mythe, qu'est-ce qu'elle fout avec ça dans son prochain workout ou dans sa vie? Fait que, mettons qu'on Hmm. retombe au premier qui On était. retombe au premier. Le premier, je veux pas lever lourd parce que je veux pas être trop musclé. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça dans nos vies? Ben, premièrement, fixe tes objectifs d'entraînement. Mais tu sais, si tu veux améliorer ton physique, pars pas avec cette idée-là que si tu lèves lourd, tu vas ressembler à un bodybuilder demain matin.
Puis tu sais, ce mythe-là, je pense, était quasiment un petit peu plus dirigé vers les femmes. Mais je veux dire, les modèles, les exemples, les corps que vous regardez sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas eu ces shapes-là avec des booty bands, là. Je veux dire, il y a eu du temps, il y a une partie de génétique, mais il y a des efforts, ils ont loadé sur des exercices. Fait qu'il y a certaines personnes qui le montent, il y en a d'autres qui le montent pas, mais c'est le même processus pour tout le monde. Mhm. Et c'est de la surcharge progressive sur des mois, des années. Faut que tu loads sur tes exercices si tu veux gagner de la masse musculaire. Puis si tu te réveilles trop musclé, ben, fais un petit peu moins d'entraînement, puis ça va se stabiliser. Le deuxième mythe, c'est le volume plus est toujours mieux. Ben ça, je pense qu'il faut évaluer. En général, mettons, dans les 6 derniers mois, c'est quoi le programme que tu faisais? C'est combien de séries par séance d'entraînement? C'est combien de séries puis d'exercices par groupe musculaire? Puis comment tu te sens avec ça? Es-tu capable de maintenir ça? Tu progresses-tu au niveau de tes charges? Tu progresses-tu en termes de masse musculaire? Si tu es comme plafonné, j'aurais tendance à dire de reculer sur cette échelle-là, puis de comme mettre toutes tes séries sur un même pied d'égalité, tu sais, en termes d'effort, vraiment contre les séries de plus haut niveau d'effort, puis fais ça pendant une couple de mois. Tu essayes de voir comment ça va tes entraînements. Si tu progresses pas en termes de masse musculaire, rajoute un petit peu de série. Mais tu sais, comme avec les calories, passe pas de 20 à 40 séries d'un groupe musculaire du jour au lendemain. Le prochain mythe, faut manger vraiment beaucoup en termes de surplus calorique. Fait qu'on a parlé qu'il y avait du essai-erreur, faut que tu trouves ton baseline. C'est encore ça. Tu sais, je veux dire, si tu as Mhm. quelqu'un qui te suit depuis quelques mois, il est sûrement capable d'établir puis de voir les tendances, à savoir avec ce que tu fais comme activité physique présentement, puis qu'est-ce que tu as dans ton alimentation. Est-ce que tu prends du poids, prends de la masse, perds du poids? Et de jouer un petit peu up and down avec ça. Puis ça dépend de ton objectif. Tu sais, ce que je dirais, fais pas un gros surplus calorique pendant longtemps, puis fais pas un gros déficit calorique pendant longtemps non plus. Ça sera pas, ça va backfire, comme on dit. Mhm. Le prochain, la fréquence de l'entraînement des muscles est très importante. Euh, Qu'est-ce que je fais moi avec les clients, puis qu'est-ce que je suggère de faire? Trouve un split qui te motive, qui fit dans ton horaire, puis aussi avec les autres activités sportives que tu as si tu en as, c'est pour assurer une bonne récupération. Puis fais ça, distribue ton volume sur ces journées-là. Il n'y a rien de plus à dire, c'est ça. Ouais. Le split d'entraînement, ben on l'a dit, c'est vraiment ça. Trouve quelque chose qui te motive. Tu sais, si faire du full body, ça te fait chier, ben fais pas ça. Trouve une autre manière. Puis au contraire, si t'aimes ça, ben fais ça. Faut que Mhm. tu maintiennes ta motivation à l'entraînement pour être capable de le faire sur le long terme. Il faut faire du 8 à 12 reps. On a parlé de préférence, on a parlé de système nerveux, on a parlé peut-être de la personnalité de la personne qui pourrait jouer. C'est un peu une réponse de stress face à cette forme d'exercice-là ou cette charge-là. Fait que vas-y avec qu'est-ce qui t'intéresse, mais si ça fait longtemps que tu fais ça, peut-être graduellement shifter vers autre chose. Tu sais, mettons que tu faisais vraiment beaucoup de répétitions comme 12 à 15 tout le temps, puis tu comme plafonné avec ça, peut-être essaye de descendre à 10-12. Tu sais, mais tombe pas à 4-5 reps pour It's not gonna shock the muscle, là. Ça changera rien. Mais c'est ça. Tu vas chercher tant, ou sinon, si tu progresses encore sur tes exercices, continue, puis Mhm. that's it, là. C'est vraiment, on essaie de trouver des pistes pour si t'es plafonné, puis tu vois que ça change pas, puis que t'es plafonné sur tes charges.
On a besoin de faire beaucoup de techniques d'entraînement. Comment appliquer ça? Ben, je veux dire, fais-en si tu veux, puis si tu te sens bien à faire ça dans ton entraînement, mais concrètement, essaye d'évaluer, tu sais, le coût de ça versus les bénéfices. Puis, tu sais, si la personne qui fait tes programmes t'en mets pas, puis t'aimerais ça en avoir, tu peux en discuter, mais il faut vraiment qu'on oublie l'idée que si le programme, il n'y a pas de technique d'entraînement, c'est pas un programme avancé. Mhm. Tu sais, je veux dire, j'ai écrit plein de programmes avec du 4x6 dans ma vie, que si je donne ça à quelqu'un d'avancé, il va avoir peur. Puis si je donne ça à un débutant, il va dire, bah, facile. Facile. Mais c'est juste parce qu'on n'a pas factorisé l'intensité de l'effort. Exact. On a besoin de faire des temps de repos courts. Comme on a dit, ça prend quand même un certain temps de repos pour gérer la fatigue au niveau local, pour gérer l'impact sur le système cardiovasculaire, sur le système nerveux, etc. Fait que si on parle d'isolation, tu trouves ça trop long. C'est 1 minute minimum, tout le temps. Mais tu sais, idéalement, la plupart des exercices vont se situer entre 1 minute et demie et 3 minutes, disons, pour l'hypertrophie. Jusqu'à preuve du contraire. Mhm. Faut avoir des courbatures pour progresser. On va se donner un gauge de 24-48 heures, à peu près. Puis d'essayer d'évaluer l'intensité des courbatures. Selon ton split d'entraînement, si, mettons, tu fais, je sais pas moi, mettons que tu fais chest aux 6 jours, puis que tu arrives, puis au 6e jour, tu es encore trop raqué pour faire chest, il y a un problème. Mhm. À 6 jours, ça serait étonnant, là, mais tu sais, quand même. Si vraiment tu arrives et que ton groupe musculaire est encore plus raqué que 3 sur 10, c'est. Tu as fait beaucoup de volume ou tes entraînements sont rapprochés. Puis tu sais, si on entraîne une clientèle de population générale, peut-être plus débutante, c'est pas trop intéressant de faire ton premier leg day puis d'être raqué intense pendant 3 jours et plus. Fait Mhm. qu'il faut peut-être, c'est pas intelligent, faut réviser ça en descendant. On doit absolument aller à l'échec musculaire. Comme on a dit, c'est sûr qu'il va falloir que tu forces si tu veux avoir des gains en hypertrophie. Est-ce que tu as besoin de te rendre là ou tout le temps là? Non. Mais il faut que tu sois conscient. Peut-être utiliser le petit truc que j'avais nommé au début. Si tu le sais pas, fais ta série, prends une charge. Ça, j'ai déjà fait ça quand même un bon bout de temps pour trouver mes charges, puis je l'ai déjà fait essayer à d'autres. Prends une charge, puis tu sais, tu vas slacker quand ça ralentit, puis compte les reps. Tu le sais pas. Tu l'as déjà essayé, cette charge-là, mais à cette heure, je suis capable d'en faire 8, 9, 10, 11, je sais pas, je vais l'essayer. Puis ça se peut que tu te rends compte que si tu pousses vraiment fort, finalement, ça va être 13 ou 14 que tu vas faire. Fait que tu essayes de regarder c'est où que ça va ralentir ou que ta forme va être rendue vraiment brisée puis que ça va être dangereux, là. Mhm. Fait que ça serait vraiment à ce niveau-là. Et le dernier, donc tout le monde peut être un bodybuilder. C'est beau d'avoir des attentes, c'est super. Il y a des gens qui ont une très bonne génétique, il y en a d'autres qui en ont pas. Fixe tes propres attentes puis tes propres objectifs en entraînement, puis donne-toi à 100% là-dedans. Fais pas de conneries pour impressionner les autres. OK? Je veux dire, tomber dans les produits dopants pour impressionner Instagram, ça t'amènera rien dans la vie. Mhm. Si tu le fais, tu as sûrement tes propres raisons. Je l'encourage pas, mais c'est ça. Il y a une question de génétique là-dedans, il y a une question d'âge d'entraînement, il y a une question d'objectif. On n'est pas tous sur un même pied d'égalité. Les réseaux sociaux, il y a des photos retouchées, il y a des photoshoots, ils en ont choisi une sur 2000. Fait que fais attention à ça, puis regarde ton propre processus
plutôt que juste te comparer, te comparer. Compare ton jour 1 à ton jour 1000 plutôt que ton jour 1 à son jour 1000. Mhm. C'est drôle que tu dises sur 2000 photos. Parce que, tu sais, j'ai fait un photoshoot, là, j'ai dit. Puis, Hum, t'as pas abusé en disant 2000. hum, Genre, nous, là, c'était les trois boys, là, c'était peut-être 1500 photos. Et on en a choisi 5, 6 là-dedans. Fait que c'est vrai, c'est ce que ça. tu dis, là. C'est comme, on en prend une shit tonne, puis après ça, on les regarde, puis oh, C'est celle-là, ça. je parais le plus gros, celle-là, je me trouve le plus beau. C'est vraiment ça, là. T'as pas... Exact. Mais tu sais, là, tu t'es préparé, tu t'es amené dans une certaine shape plus lean, qui a l'air plus musclé. Tu as pris un photographe, tu avais le bon éclairage, tu as pris plusieurs photos, tu as choisi les meilleures. Les 364 autres jours dans l'année, tu n'as même pas cette shape-là. Non. Parce que l'éclairage va être différent, tu vas être plus bloaté, tu vas avoir moins bien dormi. C'est hot, là. Tu sais, ça te permet de voir jusqu'où ton corps peut se rendre. Mais je veux dire, tu te promènes pas à chaque dimanche avec cette shape-là, là, shirtless dans ton salon. Pas, c'est pas réaliste. Non, absolument pas. Merci pour cette date. C'est une belle heure et demie. 11 minutes, on a fait le tour. Les gens, je pense qu'ils vont savoir un peu plus quoi faire comme comportement qui est basé sur des faits réels et non juste des oui-dire et des ci et des ça. Fait que merci d'avoir pris le temps de faire cette liste-là et de nous partager ça. Et en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi tes projets? Tu as un podcast, je tiens à dire, je l'écoute, super bon, j'invite les gens à l'écouter. Fait que c'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu as envie que les gens fassent Oui, avec toi? oui, oui. Ben, mon projet de l'automne, c'est d'essayer autant que possible de tenir le podcast, là. À la fin des vacances, je vais pouvoir commencer à avoir certains invités, fait que ça va être cool. Mhm. Mais à travers ça, c'est vraiment pour mon prochain step, c'est de terminer mon projet de recherche puis ma rédaction. Yes. De mettre ça derrière puis de pouvoir m'ouvrir des portes sur d'autres choses. Puis justement, de développer cette idée-là du podcast puis d'autres idées pour donner de l'information parce que, en tout cas, pour les gens qui aiment ça puis qui écoutent encore, là, qui sont nos braves, assidus, je trouve que c'est un beau média, les podcasts. Faut les sélectionner, mais tu sais, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir de l'information de qualité là-dedans, puis d'écouter ça quand on veut. Ouais, fait que j'invite les gens à aller. C'est quoi le nom de ton podcast? Ça s'appelle L'érudit de la fonte. Fait que je vais mettre les liens en description. Je vais inviter les gens à aller. T'as deux, trois épisodes? Deux? J'en ai deux. J'ai juste fait une Bon. petite intro de 5 minutes, puis j'ai fait un épisode solo où ce que je fais comme un breakdown, un science review. Ouais. Puis c'est ça plus tard, là, j'ai deux, trois invités de confirmer. J'ai pas toutes mes dates puis tout ça, là, mais éventuellement, je te contacterai puis on se trouvera un sujet si ça t'intéresse. Ah oui, absolument. On pourra jaser de quelque chose. Fait que le but, c'est de faire un peu comme on a fait aujourd'hui sur des sujets qui sont dans les cordes des professionnels qui vont venir sur le podcast. C'est de briser des idées, puis de donner beaucoup d'informations importantes Mhm. pour que les gens comprennent mieux. Il n'y a rien de plus à dire que ça. Tout à fait. Fait que j'invite les gens à aller écouter ça. L'épisode sur le volume était excellent. Fait Hmm. que j'invite les On gens à en a aller. parlé vite, vite, là, mais c'est Ouais. ça. C'est environ une quinzaine de minutes pour parler de cette étude-là. Ouais. Fait que le lien va être dans la description. Les gens vont pouvoir aller là. Et encore une fois, je te remercie d'avoir pris une bonne heure 40 pour nous jaser de tout ça. Ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.